Chers internautes, bienvenue dans votre émission 4e de couverture. Aujourd'hui, notre auteur invité du jour est Ahmed Guissé. Monsieur Guissé, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie, M. Top. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau, comme je le disais tantôt, lorsque nous, férus de lecture, c'est ce que c'est Ahmed Guissé qui publie un ouvrage, nous sommes tous contents, tous gais de vouloir lire ce que vous produisez. Encore une fois de plus, on voit dans votre ouvrage autour d'Anita une continuité. Vous avez un certain lien entre vous, auteur, et vos personnages. Pourquoi ce choix? Écoute, d'abord, je vous remercie à nouveau pour l'accueil fait à ce livre. Et comme vous disiez tout à l'heure, quand je publie, peut-être les feuilles de littérature sont contents de lire. Et je pense que c'est ça aussi le motif d'encouragement, c'est ça qui nous fait écrire encore, se faire ce plaisir à nos lecteurs, partager certaines idées. Alors, autour d'Anita, c'est vrai qu'on retrouve les mêmes personnages. Certains me reprochent d'avoir cette fidélité dans mes personnages, mais je pense que une œuvre littéraire, pour moi, doit être aussi une œuvre continuée, où les histoires se tiennent. Et ça permet d'avoir fait une vie autour des romans. Si bien qu'en fait, un roman fait revivre un autre roman. Et plus est, autour d'Anita était nécessaire, était demandé, parce que à la fin de Femme dévouée, Femme aimante, les lecteurs sont restés sur leur faim. Exact. De savoir qu'est-ce qu'allait devenir Anita. J'avais initialement projeté de ne jamais faire une suite sur Femme dévouée, Femme aimante. Je pense que certains lecteurs m'ont souvent demandé qu'est devenu Anita. Et avec aussi l'influence un peu du docteur Abdoulaye Diallo, qui de temps en temps me disait il faut qu'on donne une suite à cela. C'est en fin de compte, peut-être 8 ans après, 9 ans après, que j'ai décidé de revenir sur Femme dévouée, Femme aimante et faire cette vie autour d'Anita. Parce que ce qui intéresse vraiment les lecteurs, c'est ce qui est devenu Anita et comment sa vie s'est organisée après l'accident. Exactement. Voilà. C'est ce que nous attendions. La vie d'une personne, souvent, est constituée d'histoires, de plusieurs histoires. Un roman également. Tout à fait. Et puisque une personne naît, grandit et meurt, vous, dans vos romans, vous y entretenez souvent également ce qui est dévolu à l'être humain, c'est-à-dire de sa naissance à sa mort. Et dans votre roman, nous y voyons de la naissance de votre premier roman, qui est Femme dévouée, Femme aimante, à aujourd'hui, nous voyons une évolution. L'être humain s'y sent. Est-ce qu'on y sent encore une fois de plus, chez Ahmed Guissé, cette particularité de rendre hommage encore une fois de plus, même dans l'écriture, même dans la littérature, même dans les formes de romans, rendre hommage à l'homme? Mais je pense que c'est cela, parce qu'on n'écrit qu'au travers de la vie humaine. Et comme disait ce grand Tchèque Kandera, qui disait que le roman n'est pas une description de soi, mais c'est pratiquement, comme il disait, une description de la vie humaine dans cette piège qui est devenu le monde. C'est exactement cela. Nous essayons au travers du roman de faire évoluer l'homme dans toutes ses dimensions multiformes, diverses. Exact. Et que les moments de bonheur que nous traversons, les moments de doute que nous traversons, les moments de peine que nous traversons, ces émotions fortes qui naissent soit de l'amour, de l'amitié ou parfois de certaines trahisons que chacun de nous traverse dans la vie. Et que on essaie de préparer l'homme à savoir que la vie n'est pas un cours d'eau facile à vivre. Exactement. La vie est parsemée d'embûches. Et les embûches viennent de partout. Et que le roman, pour moi, ne doit plus être un roman, même si j'écris au travers de l'amour, j'essaie aussi d'écrire ces tentations, ces pièges qui parsèment la vie et qui peuvent arriver au cœur les plus tendres comme au cœur les plus durs. Il est parfois des liens tellement forts qu'ils démontrent à suffisance la noblesse de l'amitié et nous convainquent que la famille n'est pas seulement consanguine. Cette très belle phrase qui fait le début de votre roman, mais déjà l'accent sur la valeur de l'amitié, la fidélité entre êtres humains. Mais tout à fait. Là, j'ai voulu montrer à quel point
l'amitié a un sens très noble. Nous tous dans notre vie, nous avons des amitiés qui vont au-delà des simples liens de sang. Nous avons des amitiés, des gens qui nous témoignent d'un élan de solidarité, d'une affection si profonde que nous pensions parfois que peut-être même c'est des liens consanguins qui nous unissent. C'est pourquoi je dis, en fait, pour moi, l'amitié, c'est une fraternité choisie. C'est pas comme la fraternité de sang, cette fraternité innée, héritée, pour laquelle nous ne pouvons rien parce que nous sommes nés de la même famille. Oui. Mais pour moi, l'amitié véritable, c'est cette fraternité choisie. Ces gens qui sont là, qui sont à côté de vous, de toi. Ces gens qui sont là, qui agissent à tout moment, qui ont une solidarité agissante à notre endroit. Et chacun de nous peut témoigner dans son entourage d'entretenir des formes de relations avec des personnes de cette qualité. Des relations de cette qualité. Et vous voyez à quel point cette amitié peut dépasser toutes les considérations. Parce que ce qui est fondamental, c'est la valeur de la personne humaine. Ahmed, nous, socialement, nous catégorisons. Mettons des étiquettes sur des personnes, des profils. Parfois, nous rejetons même certains profils. À l'image du profil de Sally, qui, dans Femme dévouée, Femme aimante, dans notre société en tout cas, un tel profil est quelque peu banni. Mais lorsque nous voyons l'évolution de votre écriture, de votre ouvrage autour d'Anita, nous voyons que au-delà de tout, en dépit de tout ce qu'on peut dire, Sally garde des valeurs, parmi lesquelles l'amitié. En dehors de tout ce qu'a fait Meïssa Bigué, elle tient quand même à toujours être là, à essayer de recoller les morceaux. Mais tout à fait. Au travers de Sally, j'essaie de rendre hommage, pas seulement à toutes ces femmes déshéritées de ce monde, mais à tous ces êtres déshérités qui, pour les besoins, pour des raisons quelconques, ont emprunté des travers de la vie, mais qui fondamentalement demeurent bons et fondamentalement sont des gens exceptionnels. Et ces gens, j'ai voulu montrer à quel point ces gens sont imbus de certaines valeurs morales et que quelque part la société ne doit pas les juger ni les rejeter, mais au contraire les accompagner à sortir d'une certaine situation. C'est au travers de Sally ce que je voudrais. Sally, malgré une certaine vie marginale, comme on dirait, est une personne fondamentalement généreuse, aussi bien en amitié qu'en tout. Et elle garde en souvenir de manière permanente le Meïssa Bigué qu'elle avait connu, le Meïssa Bigué qu'elle avait aidé à traverser le présent à l'époque, pour essayer d'en faire un sujet d'amour, comme on disait. Et aujourd'hui, Sally, vous voyez, dans cette situation, oublie cette amitié même avec Meïssa Bigué parce qu'elle est meurtrie par la situation dans laquelle Anita se trouve. Elle pensait Anita être cet envoyé de Dieu pour essayer de parfaire la vie de Meïssa Bigué. Et qu'elle est meurtrie du fait que Meïssa Bigué n'a pas compris ce message. Et pourtant, elle l'avait préparé à cela. Hein? Aujourd'hui, elle est là en train de recoller des morceaux malgré elle. Mais vous verrez dans le livre, quand sa rencontre avec Anita, elle est encore plus meurtrie parce que nous pouvons comprendre comment ce Meïssa Bigué qu'elle a connu, qu'elle connaît très bien. Meïssa Bigué au cœur sensible. En fait, c'est peut-être le revers de tous ces hommes sensibles et faibles qui peuvent tomber facilement dans d'autres travers. Comment ce Meïssa Bigué a pu commettre un tel acte. Voilà pourquoi Sally s'oublie dans cette histoire. En effet. S'oublie, et vous verrez, et oublie même parfois Meïssa Bigué. Mais est beaucoup plus préoccupé par Anita et le soldat Anita. Mais contrairement à Sally, et c'est ça ce qui est extraordinaire dans cet ouvrage-là, Sally, une personne quelque peu déshéritée, marginalisée. En face d'elle, nous avons vu des personnes qui, à première vue, renvoient à une certaine sainteté, une certaine valeur éthique et morale. Et pourtant, dans votre livre, vous rappelez qu'après tout, ces gens-là sont des êtres humains, parce que toujours animés par les pulsions qui animent les hommes.
Mais tout à fait, c'est pour montrer que, d'abord, vous voyez comment Sali, malgré son passé, malgré sa vie tumultueuse, hein, qu'on n'aurait jamais peut-être parié sur certaines choses, Exact. arrive à transcender certaines situations. Et comment, au travers de certaines personnes investies dans certains pouvoirs religieux ou bien d'une certaine éducation religieuse, comment ces gens, on se voit, sont parfois subissent certaines influences négatives qui sont peut-être inhérentes à la personne elle-même, qui sont ses pulsions. C'est pour montrer au-delà de ça, quelle que soit la sainteté, quelle que soit la pitié, l'être humain demeure un être humain. Et que tous les jours, peut-être, c'est Sali qui est exposé. Mais nous tous, nous avons nos travers que nous cachons. Et parfois, ce travers est peut-être déclenché par une rencontre, par une vue, par une truc. Mais il faudrait toujours que la raison prévale. Voilà. Et Sali, malgré sa vie vraiment tumultueuse, hein, et nous rappelle toujours que quelque part, il faut que la raison continue de prévaloir pour que les causes nobles soient maintenues, les causes nobles soient poursuivies. Qu'on n'ait jamais oublié l'objectif de la démarche. Alors, nous avons également vu que dans ce livre, nous ne dirons pas qu'il y a choc de civilisation, en parlant de la civilisation occidentale et qu'incarne Élise et la civilisation peut-être africaine que peut incarner Sali. Nous avons vu qu'aujourd'hui, dans la civilisation africaine, aujourd'hui, il y a des choses qui sont acceptées, qui sont en train d'évoluer et qui sont acceptées dans ces sociétés-là. Or, jusqu'à ce jour, dans nos sociétés, il y a des faits que nous appelons encore mots contre nature que nous n'acceptons pas. Mais lorsqu'Élise, parce qu'appartenant à une société telle, voulait en tout cas partager ses sentiments dans une société qui n'est pas la sienne et avec Sali qui en réalité appartient à une société africaine, subtilement, avec une intelligence parfaite, elle a fait comprendre à Élise que chez nous, tout se voile et que ce n'est pas tout qui peut être exprimé. Mais cette partie démontre à suffisance toute la noblesse de Sali. Et toutes les valeurs. Moi, en tout cas, cette partie, je l'ai lue en frissonnant. En fait. Ouais, exactement. Oui. Hein? Donc, montre toute la noblesse de Sali et toutes les valeurs incarnées en elle, qui, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, reste fondamentalement une Sénégalaise de la société africaine, avec des valeurs intactes. Sa rencontre avec Élise essaie de montrer, comme vous dites, un choc entre deux cultures. Aujourd'hui, on a vu cette culture européenne qui est complètement déclinquée, hein, où les gens, les libertés sont poussées à l'extrême. Exact. Ouais, où le bonheur individuel prime, surtout, qui a voulu entraîner une Sali dans des tentations, dans des modes qui ne sont pas les nôtres. Et vous voyez comment Sali, malgré sa précarité, parce que malgré sa précarité, elle restait fondamentalement ancrée sur ses valeurs. Et vous voyez même au travers de cela, il n'y a pas seulement Sali. Vous voyez Anita, comment Anita, en comprenant le jeu de son ami, était outrée. Parce qu'elle incarne encore ses valeurs judéo-chrétiennes, ancrées en elle. En plus de cela, associées à ses valeurs africaines, qui ne peuvent pas accepter certaines dérives. Et Sali, vous voyez subtilement comment elle lui fait pour comprendre. Par le jeu des symboles. Par le jeu des symboles. Ce cadeau qu'elle offre à Élise, de foulard, pour lui montrer que c'est la pudeur dans notre société. Tout se voile. À chacune des deux, elle offre le cadeau qui s'y est. À Sali, à Élise, elle offre ce foulard. C'était très éloquent, c'était très parlant. Et Élise avait très bien compris. En effet. Comme à Anita, elle offre cette pierre noire, qui symbolise tout ce qui représente vraiment l'expulsion. On expulse vraiment ce chagrin. Comment elle le faire. Et là, ça a montré toute sa dimension intellectuelle et toute la culture qui enrobe le personnage de Sali. Exactement.
Maïssa Bigué maintenant. Lorsque l'on lit femme dévouée, femme aimante, peut-être ceux qui suivent cette émission vont comprendre que souvent on ne peut pas parler d'autour d'Anita sans rappeler les faits qui ont eu lieu dans votre premier roman Femme dévouée, femme aimante. Maïssa Bigué traverse dans cet ouvrage-là autour d'Anita des choses qu'il a eu à vivre dans Femme dévouée, femme aimante. Et pourtant, Anita, comme vous l'avez si bien profilé, et avait été parvenu à refaire l'homme et à en faire vraiment un homme respectable dans la société. Mais malheureusement, Maïssa Bigué, homme cupide, sensible, comment qualifiez-vous la personne de Maïssa Bigué et en dehors de Maïssa Bigué même, le personnage des hommes principalement? Maïssa Bigué, je pense, symbolise l'homme de manière particulière, de manière générale. Nous avons tous des positions ambivalentes, parfois entre la passion et la raison. Exact. Voilà. Et c'est ça le piège de l'amour de tous. Maïssa Bigué est tombé dans ce piège. Il n'a pas eu suffisamment de vécu pour pouvoir appréhender les choses et pouvoir rendre hommage à sa dignité d'homme en respectant l'honneur de la parole donnée, l'honneur pas l'honneur mais l'élégance. L'élégance, la reconnaissance. Parce que sa vie avec Anita était déjà une belle leçon de vie pour lui. Et qu'aujourd'hui, comme je disais dans Femme dévouée, femme aimante, que les premiers amours ont toujours la vie dure. Et Maïssa Bigué, n'ayant pas suffisamment vécu, est peut-être rattrapé par cela. Exact. Et le fait le plus regrettable dans cette histoire, ce n'est pas ça que Maïssa Bigué ait épousé une deuxième femme. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est pourquoi il l'a fait à l'insu d'Anita, alors qu'Anita a tout ce qu'elle symbolisait. Exact. C'est cela le plus profond. La lâcheté de l'homme se trouve à ce niveau. Et il n'est pas le seul dans ce pays. Vous voyez tous ces gens qui font des tacosoufs, des trucs, c'est de la lâcheté, dans sa forme la plus expression. Parce que s'ils vont jusqu'à ne pas oser assumer une liaison, c'est parce qu'ils ont un passé vécu avec leur femme qui ne les autorise pas à emprunter d'autres voies. Mais les pulsions de l'homme sont là. Ils sont obligés d'y aller, mais ils le font en cachette. Mais c'est ça, cette lâcheté de Maïssa Bigué, comme pour répondre à votre question, qui est aussi la lâcheté de l'homme d'une certaine manière. L'homme d'un caractère faible. Et d'ailleurs, vous l'avez démontré, parce que lorsque l'on voyait que Maïssa Bigué était si vulnérable, peut-être lorsque l'on parlait d'Oscar, on s'attendait peut-être à ce que lui aussi, qu'il ait au moins qu'il soit au-dessus de la mêlée, mais finalement, on se rend compte que lui aussi, quelque part, voit Gaël. Voit Gaël. Voit Gaël. Va Gaël. Gaël n'a pas de liaison particulière avec Gaël. Gaël, c'est Tabi. Gaël symbolise cette femme intellectuelle libérée. Complètement. Donc, qui entrevoit la vie autrement avec beaucoup de légèreté. Donc, avec Maïssa Bigué, c'est des connaissances anciennes. En effet. Depuis des parents. Alors, dans Gaël, vous voyez Gaël, je l'ai introduit dans le roman. Exact. Je l'ai introduit dans le roman pour parler de cela, pour parler de cette certaine forme de vie qu'adonnent des femmes souvent entretenues. C'est pourquoi je parlais de Gaël. J'allais y venir. Pour montrer ça. Ces femmes entretenues qui sont là, qui font partie du décor de ce pays. Et que c'est pourquoi j'ai amené Gaël dans ce truc, mais aussi pour montrer ces liaisons insoupçonnées qui tapissent la vie de manière générale et que les gens ne soupçonnent pas. Et qu'au travers de ça, comme il dirait, le hasard est une très maigre chance. Maïssa Bigué n'aurait jamais imaginé rencontrer Gaël dans le cabinet d'Oscar. C'était justement cette image que je voudrais montrer en Gaël pour montrer ces vies, cette forme de vie diverse qui traverse la ville. Toutes ces femmes entretenues qui sont là, qui sont aussi respectables.
mais qui préfèrent avoir cette forme de vie parce que ça leur donne une certaine facilité. C'est ça que je voulais parler de cela. Contrairement aux autres qui ont choisi l'amour et s'investissent dans l'amour avec toutes les tares, avec le pire et le meilleur. Exact. Il y a cette autre femme qui préfère que le meilleur et qui se tapissent dans l'ombre, qui essaie d'avoir des relations avec des gens fortunés, qui les entretiennent, qui les butent. Comme je disais, c'est ces gens de femmes qui préfèrent se réjouir que de jouir. Nous avons vu que vous savez peindre la société sénégalaise. Et quand on parle de la société sénégalaise, souvent, en miniature, on peut parler de Dakar. Dakar symbolise tout ce que la société sénégalaise a de bien, mais comme tard. Qu'est-ce qui vous a réellement inspiré pour parler de tous ces thèmes-là et mettre le doigt là où ça fait mal aujourd'hui? Mais je pense que Dakar est un tableau. Dakar lui-même est un tableau quand on observe Dakar. C'est plusieurs différentes formes de vie qui existent dans Dakar. Entre ce Dakar UP, ce Dakar de la première partie, ce Dakar de Rebeuss, ce Dakar de la Médina, ce Dakar de Tabé, qui est là, qui offre un décor saisissant à l'observateur. Et j'ai voulu revenir sur Dakar pour montrer ces disparités qu'il y a dans la ville de Dakar. Comme dans toutes les grandes villes d'ailleurs. Il y a toujours une partie entre ce que j'ai occupé et d'autres qui sont là, qui se démerdent toute la ville. Et quand vous voyez, je n'ai pas fait habiter Saly aux Almadies, ni à Plateau. Je l'ai fait habiter à Rebeuss. Et nous tous, nous savons, nous qui avons été jeunes dans les années 70-75, nous savons ce que Rebeuss, ce que représentait Rebeuss. Et Rebeuss est une partie très cosmopolite, la ville de Dakar, où vous verrez tout. Tous ces gens qui se débrouillent à la tâche quotidiennement, avec l'incertitude de gagner quelque chose, et qui sont là. Tous ces gens qui sont là, venus d'ailleurs, que ce sont ces Guinéens, que ce soit ces trucs, qui peuplent cette ville de Rebeuss, qui est là, tout près de la ville de Dakar, du plateau, mais qui est là, qui nous offre un spectacle extraordinaire de solidarité, de chaleur humaine. C'est ça que je voulais montrer. À côté de cela, j'ai voulu parler de l'architecture de Dakar, comment le code de l'urbanisme a été dévoué, comment les choses sont aujourd'hui devenues vraiment comme si on est dans une sorte d'informel. En prenant exemple l'avenue Centenaire. L'avenue Centenaire, comment était. J'ai voulu parler de ça. J'ai voulu parler de Rufisque, ma ville. Comment Rufisque s'est dégradé. Comment ce qu'était Rufisque avant. J'ai fait exprès de revenir sur la place Gabard, qui est la place Gabard, qui est aujourd'hui devenue, on l'appelle place Gabard, mais à la place du portrait de Gabard, c'est l'effigie de l'autre que vous voyez, Cheikh Ibra Fall. Pour que les gens, c'est-à-dire une manière de se ressaisir de cet emplacement. Et je parle de l'histoire de Gabard dans le livre, comment Gabard est parti de trucs. J'ai voulu revenir sur la ville de Rufisque que nous avions connue quand on était jeunes, avec cette crémée Sainte-Agnès, qui était un lieu de rencontre de toute une ville. Et c'était le côté esthétique de la ville de Rufisque. Ces matchs de nawetan, de basket. On était la seule ville Rufisque qui organisait des nawetan de basket qui étaient courus par tout le Sénégal. Où toute l'équipe nationale était là-bas dans les différents clubs. Et c'était ce qui était organisé, c'était des matchs nocturnes, jamais les jours. C'était des nocturnes qui allaient jusqu'à 2h du matin, 3h du matin, et sur le grand boulevard Maurice Gueye. Et je voulais rappeler ces grands jours qui ont fait la fierté de Rufisque. Et c'était pour moi aussi rendre hommage à mon grand frère qui est décédé juste avant l'apparition du livre, qui était le playmaker dans l'équipe de Jamshut à Drameka. C'était l'occasion de rendre tous ces grands, les Marek d'Acosta, la famille, les Senghor, de la famille de Senghor, la famille des grands de Nicolas Venn, ce sont ces grands qui vont éduquer quelque part, et puis c'était l'occasion de rendre hommage pour rappeler ce qu'a été Rufisque à l'époque, qui a été tracé, très bien tracé. C'est la seule ville où qui est traversée par un boulevard de bout en bout. Et qu'avec un peu d'imagination, les gens auraient dû faire la promenade des Anglais, avec beaucoup de quiétude. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, Rufisque rentre à reculons dans l'histoire. C'est une manière de dénoncer ça. Ma dernière question, et c'est très, très importante cette question-là, lorsque l'on lit Ahmed Guissé, l'on y voit
la subtilité qui, en tout cas, traverse tout le livre, une subtilité littéraire. On y sent la culture littéraire. On y voit la présence d'énormément d'auteurs que vous avez lus. C'était une façon peut-être de rendre hommage d'une part, mais aussi une façon de montrer que tout se trouve dans les livres. Oui, je pense que tout se trouve dans les livres. Donc, je pense que pour aussi écrire, il faut lire. Il faut beaucoup lire. C'est pas parce qu'on a envie d'écrire une histoire qu'on se met à écrire sans avoir une culture littéraire derrière. C'est pas possible. Et parce que la littérature nourrit son homme. La littérature aussi nourrit l'écriture. Donc si bien que nous tous qui écrivons avons une influence, pas ou d'autres. Pour certains c'est des classiques, pour d'autres, mais tous nous avons une influence. Et que dans le style de l'écriture, tu ressens aussi toute la culture littéraire de l'auteur. Exact. Un auteur qui n'a pas cette culture littéraire, tu le sens dans l'écriture. Mais je pense que c'est fondamental. On ne peut pas vouloir écrire sans avoir une culture littéraire. Pour moi, c'est important. Et je pense que ceux qui veulent aussi écrire, il faudrait qu'ils s'adonnent des temps de lecture très précis, qui leur montrent la voie. Qui leur montrent la voie. Parce que, comment dirais-je, on sent, c'est vrai, toute l'influence littéraire que j'ai au travers de l'écriture. Exact. Par l'intertextualité que j'utilise. En effet. Par ma manière d'aborder les sujets. On sent que, quelque part, cet auteur est nourri par une certaine littérature. Exact. Exactement. Et pour moi, c'est important, c'est fondamental. L'écriture, il y a la forme, mais il y a le fond qui est important. Et il y a une manière d'amener le sujet. Si on ne peut pas écrire, en écrivant, le souci qu'on a en permanence aussi, il faut savoir comment capter l'auteur, comment capter le lecteur. En effet. Si on écrit pour ne pas pouvoir capter l'auteur et qu'il ne puisse pas y apprendre aussi de l'histoire, c'est qu'on est passé à côté de ce qu'on voit. Les messages sont multiformes, on peut les passer autrement. On n'a pas besoin aujourd'hui, comme vous me disiez, de dire ou d'exprimer les choses de manière brute. Exact. Voilà. Je pense que j'essaie de les enrober. Dans tous mes écrits, tu vois que j'essaie de les enrober, de faire des choses. Comme par exemple, quand vous voyez le père Bernabé avec Sali. Et en effet. Le père Bernabé avec Sali. C'est si bien enrobé, c'est très joli, c'est excellent. Quelqu'un, par exemple, tu voudrais penser soupçonner que peut-être on va vers des formes de dérive dans cette histoire. Et comment c'est pour à la fois sauver tout ce qui est cette valeur religieuse fondamentalement et tout ce qui est truc. Vous voyez, je reviens sur le livre, vous voyez, je commence par cette Dostoïevski, c'est pas pour rien que je commence par Dostoïevski, sur la situation du Zazet Sosiman, dans un état de plus rapide pour le maire. C'est tout un message que j'ai voulu véhiculer par là. Et j'y reviens. Et quand je dis que on ne devient pas saint, on est saint, éclairé par la lumière divine. C'est exemple de tout reproche. Je parle pour ici, beaucoup plus pour ici que pour ailleurs. En effet. Voilà. C'est pourquoi j'ai amené le Zazet Sosiman, qui après sa mort s'est décomposé très rapidement. En effet. Et pourquoi il était un saint? Présenté par un saint. Présenté par un saint. Il était un saint qui vivait dans un monastère, que les fidèles venaient voir. Et pourtant, il est mort et s'est décomposé. Il est mort et s'est décomposé rapidement. Et c'est là où je vais indiquer que Thérapeute dit, allez voir ce qu'a été la vie des Sosiman avant qu'il ne vive reclus dans un monastère. Je veux dire que les choses rattrapent. C'est pour montrer quelque part, on ne devient pas saint, on est saint, exempté de tout reproche. Mais ça, c'est aussi pour montrer toute l'influence littéraire que j'ai subie. Cette histoire de Sosiman, c'est Dostoïevski, les frères Karamazov. En effet. C'est une histoire qui m'a frappé. Comment? Et là, je dis que c'est la littérature, il y a toute cette partie, il y a une partie mystique dans la littérature. Exactement, ça c'est vrai. Voilà. Et ça, c'était pour révéler cela. Mais c'était aussi pour parler beaucoup plus d'ici que d'ailleurs. Il y a ici beaucoup de gens, qui sont considérés comme des saints. D'ailleurs, je vous disais que je pense que ceux qui s'octroient en tout cas le statut de religieux devraient vraiment lire ce livre
pour comprendre réellement qu'en réalité, il y a des gens qui comprennent et qui peut-être les appellent à la raison, à la retenue, mais aussi à la sagesse. À la sagesse. Parce que souvent, l'on s'octroie un statut de religieux en n'ayant pas la sagesse requise. Exactement, c'est cela. C'est pour ça que j'ai voulu parler de cela, non pas de revenir dans cette histoire, revenir sur vraiment cela. C'est comme si je reviens sur l'inquisiteur. Exact. Hein? Sur parler que vraiment le projet, et que c'est cela, ce que nous vivons, le projet de Dieu. Exact. Hein? C'est le projet de Dieu. Voilà, c'est ça que je reviens. C'est comme si je reviens sur Ève avec l'arbre de fruit de la connaissance du bien et du mal. Hein? Aujourd'hui, hein, on a appelé, c'était aujourd'hui aussi pour donner un autre regard, une autre perception que nous devons avoir sur la femme. Hein? Et non pas que cet être inférieur sorti des flancs de l'homme. Après tout est projet de Dieu. Tout est projet de Dieu. Et ça que je dis parfois dans ce livre, peut-être si elle n'avait pas mangé cette pomme, hein, qu'il n'est d'autre que le fruit de la connaissance du bien et du mal, on ne serait pas là à faire des recherches, à trouver des choses. En effet. On serait là en train de pavoiser au paradis, en paresseux. Exact. C'est ça que j'ai voulu aussi, rendre hommage à la femme. Et je pense qu'il faut qu'on lise les choses sous cet angle. Sous cet angle. Parce que je pense que quand vous voyez l'Ancien Testament, quand vous lisez cette partie, c'est tout un enseignement. Même le serpent qu'on voit qui essaie de tuer n'est rien d'autre que la tentation. Hein? N'est rien d'autre que la tentation. Et que Ève, en parlant de ce truc, on présente souvent la pomme. Mais non, c'est l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Hein? Si elle n'avait pas croqué, peut-être on ne serait pas là. Hein? Mais en cela, c'est pas parce que... Donc il faut, c'est pour éviter d'avoir un autre regard sur la femme, de manière générale. Et aussi pour dire, pour le rendre hommage. Et comme disait un grand penseur, il dit que la femme peut-être représente l'une des faces visibles de Dieu. C'est par ces mots que nous vous disons au revoir, Ahmed Guissé. Vraiment, c'est un plaisir, toujours un plaisir d'être en face de vous et de discuter de littérature. Je vous remercie. Madame, Messieurs, chers internautes, vous l'avez suivi, c'était Ahmed Guissé. Nous avons discuté de son roman autour d'Anita, mais également de la continuité de ses romans. Merci d'avoir suivi cette émission et à la prochaine.